messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Bon début de semaine à vous tous qui nous suivez. Nous sommes lundi 26 février 2024. Alors, nous allons analyser l'actualité ce matin en compagnie de mes trois invités, Pascal Oronje, Phocas Koukelemena et Christian Moleka. Avec eux, nous allons parler tout d'abord de l'homélie du cardinal Fridolin Ambongo lors de la messe en mémoire des victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Le prélat catholique appelle les politiques à se mettre autour du chef de l'État pour mettre à contribution leur intelligence devant sauver notre pays face à ses multiples ennemis. Plus question de plus question de que les politiciens puissent mettre des discours pour leur positionnement politique. Voilà, c'est l'homélie du chef du cardinal Fridolin Ambongo, allais-je dire, qui a même appelé le Parlement à disponibiliser les moyens pour l'armée. Nous allons analyser avec nos invités. Puis il y a eu une manifestation à Bruxelles, en Belgique, de Congolais vivant en Belgique face à l'agression rwandaise. Ils dénoncent les silences de la communauté internationale. Nous allons en parler. Puis, cette question d'expédier les affaires courantes, il y a le vice-premier ministre de l'économie qui, lui, a dit non. Il a d'ailleurs pris part au Conseil des ministres du vendredi. Il a préféré rester à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Vital Kamerhe. Nous allons parler avec nos invités. Nous irons également en Namibie où le chef de l'État a pris part aux obsèques du président namibien et il s'était croisé avec l'ancien président, le sénateur Joseph Kabila. Nous allons parler avec nos invités. Pascal Oronje, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à nos différents téléspectateurs. Merci pour l'invitation une fois de plus. Mais je commence par vous faire constater que votre générique ne reflète plus l'image de l'émission. J'ai vu là, Corneille Nangaa, qui est devenu aujourd'hui ennemi de la République, ne peut pas apparaître dans un générique où nous réfléchissons en République ici. Je vois, bon, je ne vais pas citer d'autres figures, mais je pense que c'est un peu démodé. Des vieilles figures. Vraiment, c'est démodé. La meilleure des choses, c'est remplacer rapidement. Hein, mettre d'autres figures de nos Congolais là qui se battent pour notre pays, ce serait une bonne chose que de nous afficher les Corneille Nangaa qui tuent nos frères et sœurs. En tout cas, merci. Merci pour la remarque. Nous allons en tenir compte. Alors, Phocas Koukelemena. Bonjour. Koukelemena. Koukelemena. Voilà. Merci, madame, pour l'invitation. Je sais que c'est la première ici sur votre plateau. Et je suis très heureux d'être à côté de mes co-débatteurs, notamment notre cordon, qui est celui qui a l'étendard des politologues. Et aussi Pascal, ça fait longtemps qu'on a toujours eu le temps de bien cogiter. Même si tu as disparu. Oui, oui, mais je suis là et je suis très fier de ça. Et je crois que nous allons faire un bon boulot pour le compte de la République, comme j'aime bien m'appeler, les politologues de la République. Voilà, merci monsieur le politologue. Alors notre politologue, Christian Moleka, bonjour, bon début de semaine. Bonjour et merci pour l'invitation. Je réitère également mes salutations à mes co-débatteurs. Phocas, mon frère d'armes politologue. La dernière fois qu'on s'est rencontrés sur un plateau, une conférence à Lemba. Oui, on était ensemble en 2023. 2022 d'ailleurs. 2023, c'était à 2023. 2023, ouais. Conférence à Lemba. Monsieur Pascal Oronje, c'est un habituel, on se rencontre régulièrement. Au quotidien. Au quotidien d'ailleurs, pour échanger sur la République. C'est un plaisir toujours d'avoir un plateau d'hommes d'intelligence comme ça et qui peuvent apporter une contribution sine qua non importante pour la République. Ok, alors je reste avec vous, Christian Moleka. C'est l'homélie du cardinal qui fait vraiment la une de l'actualité ce matin. Le cardinal, c'était bien évidemment la messe en mémoire des victimes de l'Est. Alors, son homélie, on en parle ce matin, c'est de façon générale, comment est-ce que vous avez perçu cela? Personnellement, j'ai vu que le cardinal, en tant que pasteur, a tenté d'exprimer le ressenti de beaucoup de Congolais. Dans ses propos, j'ai lu ce que beaucoup de Congolais disent en sourdine et qu'il a tenté de donner de l'ampleur à cela, à savoir ce silence de la communauté internationale, ce sentiment d'abandon que beaucoup de Congolais vivent, ce sentiment de complicité ou de duplicité
que beaucoup de Congolais perçoivent dans les relations internationales sur la question congolaise. Et puis après, ce besoin d'avoir un rassemblement d'acteurs politiques parce que la patrie est en danger, le pays est en danger et qu'il faut se rassembler, qu'il faut à un moment donné dépasser les questions politiques. Et je vois qu'il n'a peut-être pas voulu le dire, les élections, et essayer de se rassembler pour sauver le pays. Et puis à la fin, une prise de conscience de ceux qui dirigent, notamment sur le budget, pour transformer ce que nous appelons les intentions, les ambitions, en des politiques réelles. Ça veut dire qu'un pays qui est en guerre, ça se voit dans les chiffres. Et dans les chiffres, dans le budget. Ça veut dire une orientation qui montre que le pays a la volonté de répondre à sa souveraineté. On ne peut pas se limiter à exprimer des intentions, à savoir nous voulons la paix, sans que dans les chiffres, dans notre budget, ces intentions se reflètent. Parce que ceux qui sont à l'étranger, eh bien, en matière de puissance, ce n'est pas les mots qui comptent. En matière de puissance, ce sont les actes. Il y a des trends, il y a des classements, il y a des rankings, et on peut voir quelle est la part du PIB qu'un pays met en matière de guerre. Ça montre les intentions du pays plus que les discours. Et donc, dans les budgets 2024, nous devrions voir en principe des chiffres qui traduisent notre réelle volonté de gagner la guerre. Nous avons toujours un budget qui tourne autour de 10% sur la question de sécurité et d'ordre public, mais on peut aller loin. Ça veut dire qu'on a essentiellement 10% pour les questions de défense par l'ordre public, et dans les 10%, qu'on n'ait pas un budget à une grande partie orienté vers essentiellement le fonctionnement habituel, ça veut dire rémunération, achat de matériaux, et très peu dans l'investissement de questions militaires. Si vous regardez notre budget, vous avez entre 2 et 3% dans l'investissement, et donc dans l'équipement. Et quand vous regardez l'exécution du budget, vous verrez qu'on réalise 90% dans le fonctionnement et très peu dans l'équipement et l'investissement. Ce sont les équilibres réels à toucher qui vont traduire mieux que les discours notre intention de faire la guerre dans un environnement qui est hostile. C'est-à-dire que vous avez vraiment apprécié le discours d'Ambongo, parce qu'on a vu beaucoup là aussi applaudi, contrairement à autrefois ces sorties médiatiques. Il est même critiqué, cette fois-ci tout le monde a applaudi. Bon, déjà, on connaît le cardinal incisif, et donc face à une messe organisée par des cadres de l'Union sacrée, notamment le haut représentant Tony Kankou, on aurait pu attendre un cardinal plus incisif, mais on a vu quelqu'un, un rassembleur, qui a semblé tourner la page des élections, parce que lorsqu'il parle de rassemblement, il ne parle pas élection. Et donc c'est une posture qui fait plaisir. Personnellement, moi je ne suis pas très partisan de ces discours, je l'ai déjà rappelé ici, larmoyants des Congolais. Il faut que nous changions de rhétorique. Le cardinal a exprimé un ressenti qui est populaire et qui est vrai. Mais à un moment donné, nous devrions sortir de ce ressenti et passer à autre chose. Entre les pays, il n'y a pas d'amitié. Je le répète tout le temps. Il n'y a que des intérêts. On peut beau pleurer sur l'Union européenne, tant que les intérêts ne sont pas rencontrés, nous allons continuer à pleurer. Il y a des conflits dans le monde qui durent plus que la guerre du Congo. Hein. Prenez le conflit arménien. Ceux qui connaissent l'histoire politique connaissent le conflit au Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est une vieille guerre. Je ne parle même pas du conflit palestinien-israélien depuis 1967. C'est une vieille guerre. Et il ne faut pas qu'on continue à pleurer. Il faut que nous sortions de cette rhétorique où nous pleurons, qu'on ne nous aime pas, nous sommes les mal-aimés. Le monde est fait de puissance. Le monde est fait des rapports de puissance. Le monde est fait de domination. Si nous voulons qu'on nous respecte, imposons la logique de puissance. Construisons la puissance et faisons-nous respecter. Et ça, je crois que c'est le discours qu'il nous faut commencer à construire. Et arrêter à pleurer, parce que nous pleurons beaucoup. Nous pleurons beaucoup. Ok. Merci Christian Moleka. Alors, Pascal Oronje, votre analyse également, de façon générale tout d'abord, cette homélie du cardinal Ambongo. Je suis d'accord avec Moleka lorsqu'il considère que le monde aujourd'hui, c'est le capitalisme qui s'impose, les plus forts dominent les plus faibles. Donc il faut se battre pour être fort. Mais seulement, j'ai apprécié d'abord l'auditoire qui était composé non seulement des Congolais, mais aussi de beaucoup d'ambassadeurs, particulièrement ici européens. Lors de cette messe. Oui. Il a fait passer le message devant ces ambassadeurs pour leur faire comprendre que ce que vous faites, nous ne sommes pas d'accord. Il est allé jusqu'à prendre l'exemple de l'Ukraine pour comparer comment l'Ukraine est envahie. Vous soutenez aujourd'hui l'Ukraine contre la Russie, mais la RDC est envahie. Vous ne soutenez pas la RDC, mais vous soutenez l'envahisseur. C'est pertinent.
Je ne pense pas que la pertinence a été le fait d'avoir dit que nous devons nous agglutiner autour du chef de l'État. On ressort cette pertinence simplement parce que, par le passé, il n'avait pas tenu un tel discours à l'égard du chef de l'État. Mais la pertinence, dans le cas d'espèce de cette question de l'Est, avec la guerre, sinon l'agression du Rwanda, c'est sur l'interpellation des soi-disant décideurs du monde avec un ordre qui ne respecte pas les principes de cet ordre-là. C'est comme ça qu'il a parlé de 2 poids, 2 mesures. Mais il est vrai que nous devons nous organiser. Je pense que nous nous organisons également. Parce que je dois rappeler ici qu'il y a une loi qui a été déjà votée au Parlement. C'est la loi de programmation militaire. Ce que nous n'avions pas eu hier, aujourd'hui, cette loi existe, tient compte de plusieurs besoins, en tout cas militaires, pour que l'armée s'organise normalement. Mais la faiblesse, souvent, je le dis et je le redis encore aujourd'hui, c'est au niveau de renseignement. Le Rwanda dépense beaucoup d'argent pour le renseignement. Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu cette loi normalement, si on a mis l'accent sur le renseignement militaire. Le jour où nous allons parvenir à infiltrer les autres, à comprendre ce qu'ils font, c'est à ce moment-là que nous serons forts. Vous prenez Bralima, vous prenez Bras Congo. Bralima veut fabriquer un produit. Bras Congo déjà envoie ces éléments, qui sont dedans d'ailleurs, les services d'intelligence. Bon voilà, ils vont mettre dans leurs produits tel produit. Il faudrait que si nous fabriquons, nous fassions notre produit de cette manière. C'est de cette manière que vous allez vous équilibrer. Mais lorsque vous ne comprenez pas ce que l'autre fait, mais l'autre comprend ce que vous faites, même si vous organisez de quelle manière, vous ne serez pas fort face. Même s'ils sont à 2, ils seront plus forts que vous. Voilà pourquoi il faut mettre l'accent, non seulement dans l'équipement, non seulement dans l'habillement, mais l'intelligence sera à mesure de déjouer, n'est-ce pas, tout plan qui serait monté par le Rwanda contre nous. C'est de cette manière que nous devons, en tout cas, nous organiser. Mais sinon, substantiellement, c'est un discours qui a été accueilli, qu'on a senti est nationaliste. Si nos pasteurs, tous nos pasteurs alors, prenaient cet élan dans la prédication, je pense que beaucoup de choses changeraient. Parce que souvent, excusez Gisèle, nous sommes souvent dans des distractions. Le rêve est de voyager en Europe. Le rêve est de se marier. Le rêve est d'avoir l'argent. Des choses parfois élémentaires, inutiles. Et j'ai suivi d'ailleurs une prédication hier, parce qu'il y a une église juste à mes côtés. Chaque jour, le pasteur ne prêche que la dîme. Je me suis dit, mais finalement, c'est quelle église? C'est biblique, non? Ah, donc, l'important, maintenant, c'est la dîme, chaque jour, la dîme, parce que lui veut bénéficier de quelque chose. De telles prédications ne nous amènent à rien. Si nous devons changer, en tout cas, pousser maintenant la population sur le sens du patriotisme, de manière à s'engager pour leur pays, je crois que nous aurons changé beaucoup de choses et nous allons, en tout cas, monter un autre paradigme qui permettrait que le Congo soit plus fort face aux autres et que personne ne puisse prochainement plus tenter d'attaquer le Congo comme le fait. Aujourd'hui, Pascal, le discours de l'homélie du cardinal a été applaudi. C'est pas parce qu'il n'a pas attaqué le pouvoir. Non, et puis en plus, il faut dire que cette messe a été organisée à l'initiative de la cellule présidentielle de veille et de veille du patriotique. Non, je ne pas peut-être aussi ça. Par rapport à l'organisateur. Je ne pas dire ce que toi tu as dit. J'ai commencé par démontrer que j'ai aimé l'auditoire, n'est-ce pas, qui a été aussi composé des ambassadeurs, spécialement ici de l'Union européenne, et il a fait passer son message. Lorsque je donne son message, en tout cas cette appréciation, je suis revenu sur ce que Moleka a dit, sur les plus forts dominent sur les plus faibles. D'où nous devons nous aussi nous battre pour que nous soyons plus forts. Pour être fort, j'ai évoqué la loi de programmation votée au Parlement, et c'est là que je suis allé visiter cette loi. Je me suis dit, si on a mis l'accent sur le renseignement militaire, si on met l'accent sur le renseignement militaire, c'est à ce moment-là que nous serons forts, parce que c'est ce que le Rwanda fait. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir habillé les militaires et les équiper, mais il faut en même temps
faire fonctionner la tête pour comprendre le plan de l'autre. Oui, voilà, c'est de j'ai cette manière compris, que mais je- moi je regarde aussi la forme même de cette messe, hein, l'organisateur, et après la messe, c'est tout le monde qui applaudit le cardinal. Il a aussi orienté ses propos en tenant compte de l'organisateur de l'activité. Bon, c'est le ministre Crétin, mais nous ne pouvons qu'encourager. C'est bon si, si les Congolais se félicitent et voudraient maintenant s'agglutiner pour une cause commune. En quoi cela peut être mauvais? Ne peut qu'être apprécié. Moi, j'apprécie. au fait. Ok, Focas, votre analyse? Merci beaucoup, madame. Je vais beaucoup plus dans une approche pédagogique pour me rallier à ce que le cordon Moleka a démontré ici. Madame, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie, c'est un système. Et ce système est parfois un système qui a beaucoup plus de ramifications. Par exemple, je peux vous parler de deux types de démocratie qui existent au monde. Il y a la démocratie consensuelle, qui est une démocratie de compromis. Et ce genre de démocratie consiste beaucoup plus à mettre l'accent sur la société civile, le syndicalisme et consorts, pour jouer ce que l'on appelle l'équilibre dans la société. Et parce que dans leur vision, c'est quoi? La République, c'est un bien commun. Et que pour un bien commun, nous devons nécessairement veiller pour qu'à tout moment, qu'il y ait équilibre dans la société. Mais plutôt, à côté de cette démocratie, vous avez une démocratie libérale qui consiste à démontrer les rapports de force. C'est-à-dire, le plus fort dicte la minorité. De ces deux, la société civile, dans le champ politique, quand la société civile baigne, étant des hommes des églises, de la moralité, et ne supporte pas cette dimension de la puissance et de la force dans le jeu politique dans une nation. C'est-à-dire que le jeu pour eux, ils veulent bien, dans une approche sociologique, mettre l'équilibre même dans les champs du fonctionnement des institutions. Pour eux, ils pensent que c'est cela qui peut amener la paix sociale et une gouvernance consciensuelle des responsabilités et une distribution équitable des revenus nationaux. Mais, oui, parce qu'ils croient que c'est moins conflictuel. Mais quand vous prenez la démocratie libérale, c'est là où maintenant il y a un problème des rapports de force, que le plus fort puisse écraser le plus faible. Et là, dans la dimension politique, ça a des sens, mais dans la dimension sociologique, ça perd sa teneur d'un instrument de paix. Les institutions deviennent des instruments de division, des querelles. Vous voulez dire quoi par rapport à ce qu'a dit le cardinal? Ce qu'a dit le cardinal... De marier vos propos avec ce qu'a dit le cardinal. Oui, ce qu'a dit le cardinal, il est dans l'approche consensuelle. Il veut qu'il y ait équilibre dans la société. Parce que quand il appelle les décideurs de pouvoir ne pas mettre l'accent sur les élections, les positionnements, mais plutôt tenir compte de l'équilibre pour appeler tout le monde. Quand il dit tout le monde, c'est-à-dire il parle d'une majorité qui existerait, d'une minorité qui existerait, d'une société civile qui existerait, pour qu'enfin que nous ayons une gouvernance qui va donner ce que l'on appelle la dynamique interne, qui construirait un socle déjà de paix à l'interne, qui va être alors cristallisé pour que nous puissions rebondir sur les plans externes. Parce que quand déjà à l'interne, vous êtes divisé, ok, il y a des frustrations, il y a des cassures, il est difficile que ces gens de société puissent gagner une guerre avec le voisin, parce que les voisins vont instrumentaliser ceux qui sont en position de murmure, des soucis à l'interne, pour que cela soit des bras séquiliers
Mais en démocratie, il y a toujours eu des opposants. Mais c'est ce que je vous dis. Il y en a des types. J'ai présenté des types. Il doit toujours avoir des opposants. Effectivement. Ils ne doivent pas toujours parler le même langage. Non, non. C'est pourquoi je vous dis que comme la science po est une discipline, comme toute autre discipline, c'est un jeu de puzzle. Donc quand vous mettez quelque chose en dehors de sa place, vous allez sentir que ça va bousculer le jeu. C'est pourquoi la vision de la société civile quant à la démocratie, bien que les institutions sont déjà bien structurées avec leur fonctionnement, mais ils aiment bien amener cette donne conscientielle, de l'équilibre, voilà. C'est pourquoi ils se disent, nous sommes l'église au milieu du village. Donc pour que cet équilibre-là soit, que de nous laisser emporter à cette démocratie des rapports de force. Pour eux, ils croient que c'est trop conflictuel. Et surtout pour des pays qui sont encore fragiles, comme les nôtres, qui est menacé, ce genre de démocratie libérale ne favorise pas les choses. Mais laissez-moi aussi aller un peu plus vite pour démontrer que Moleka a dit une chose que Ambongo, il a constaté qu'il a laissé passer la question électorale. Oui, effectivement, la vie dans une société démocratique ne demeure pas une société conflictuelle. Parce que la vie dans la démocratie a deux façades. Dans la République, vous avez la face A et B. C'est-à-dire qu'il y a une face de l'intégration et une face de lutte. Là où il y a la lutte, c'est la période électorale. Après la période électorale, là où il y a les conflits, il y a la confrontation, il faut passer à autre chose. Laisser les contestations. Il faut nécessairement. Et vous savez, les savants qui créent les champs politiques, ils les subdivisent en deux, mais ils mettent une période charnière. Pourquoi? Parce qu'après la lutte, doit venir nécessairement l'intégration. L'intégration, c'est cette phase B. Mais pour y arriver, il faut cette phase charnière qu'on appelle les castings, période de casting. En football, je l'ai dit ici, en football, on appelle ça une période de mercato. Mercato, c'est-à-dire quoi? Vous avez une équipe qui existe, mais vous avez atteint la clôture du championnat. Mais vous devez évaluer votre équipe. Après avoir évalué votre équipe, vous devez maintenant chercher à vous fixer d'autres objectifs à atteindre. Et maintenant, vous allez faire des recrutements par rapport aux besoins que vous allez vous fixer. C'est-à-dire qu'on ne doit plus parler élection, on doit passer non, c'est seulement pour... Merci. On appelle ça, je m'excuse si je clôture par là, on appelle ça management politique. Dans le management politique, peut-être que vous allez accorder le temps pour que nous puissions l'aborder. Oui, le management politique veut que pour les sélectionnaires, il ne doit pas tenir compte de ces tableaux figés, de l'opposition et de la majorité. Parce qu'il est dans une période de casting. Les citoyens de la République, de l'opposition ou de la majorité, détenteurs une fois des compétences utiles pour la République. Les castings dans une démocratie moderne exigent aux coachs, aux sélectionnaires, de pouvoir tenir compte de meilleurs d'entre nous, même s'ils se retrouvaient à l'opposition. Mais tant que la République a besoin de son expertise, mais il va falloir, c'est pourquoi on dit que le président de la République cesse d'être le président d'un camp. Il devient le président de la République. C'est-à-dire qu'il n'a plus de camp, il n'a plus de couleur. Pour lui, quand il fait son casting, il ne voit pas l'opposition, il ne voit pas la majorité, mais il voit des compétences qui sont des citoyens. Est-ce que ça sera possible, Christian Moleka? Est-ce que les politiques puissent se mettre ensemble, qui mettent de côté leurs divergences? Et est-ce que ça va ramener la paix à l'Est? Est-ce que aussi ça sera possible? Parce qu'on a vu, par exemple, en Namibie, où l'ancien chef de l'État, ils étaient côte à côte, mais ils ne se sont même pas salués. Est-ce que ça sera possible? Ce n'est pas impossible. La politique, c'est l'art du possible. Le problème, tout dépend des signes que le président, notamment, va lancer. Si la famille présidentielle estime qu'ils peuvent s'enfermer sur les 73%,
voix obtenues et qui sont la majorité au Parlement, qui n'ont pas besoin d'autres personnes, cette option ne sera pas atteinte. Mais si le président estime qu'il peut rassembler au-delà de sa majorité, qu'il y a besoin aujourd'hui d'avoir autour de lui un rassemblement national pour la guerre, et que ça passe au-delà de la majorité numérique parlementaire, cette possibilité-là peut s'obtenir. On l'a vu en 2013, lorsque Goma est tombé, l'ancien président Joseph Kabila a lancé les concertations pour essayer de rassembler la classe politique autour de lui. Aujourd'hui, le pays est pratiquement en guerre, même si on ne le dit pas. Il n'y a pas de geste de rassemblement autour du président. C'est vrai qu'il y a cette question électorale qui reste un peu sous la gorge, mais l'impulsion doit venir du président de la République qui doit lancer à la fois l'appel mais tendre la main. Il l'a fait. Il l'a fait déjà, oui. Il l'a fait dans son discours, mais au-delà des discours, il faut peut-être des gestes de décrispation vers les opposants, des gestes de décrispation vers la société civile. C'est nécessaire d'avoir ces gestes de décrispation-là pour créer un climat nécessaire à ce rapprochement-là. Ça ne viendra pas de facto. Je voulais également rabonder sur ce que disaient déjà mes confrères avant, notamment Focas. D'un point de vue intérieur, ce que le cardinal a dit, de mon point de vue, ne pose aucun débat. Il est normal d'exprimer le ressenti d'un peuple, et comme pasteur, devant un parterre d'invités, il transmet ce ressenti-là du peuple. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Néanmoins, je reste sur ma logique qu'en relation internationale, nous devons sortir, nous comme Congolais, de cette rhétorique qui consiste à tout le temps pleurer et à chercher le mal dans l'autre et pas uniquement dans nous. Si vous regardez l'histoire de notre pays, si vous reculez en arrière, vous prenez le Zaïre d'avant 1980, vous verrez que le Zaïre de l'époque a joué un rôle géopolitique important. C'est à partir du Zaïre de l'époque que notre armée est intervenue dans la bande d'Aouzou, que notre armée s'est impliquée en Angola, que notre armée s'est impliquée à Brazza, en Ouganda, au Rwanda. Et si on nous respectait, c'était parce qu'également nous avions une capacité militaire qui nous faisait respecter. Et les pays voisins savaient que voilà, le Zaïre avait une armée de grande fierté qui pouvait aller jusqu'au Rwanda récupérer le corps d'Abiyarimana, le ramener, qu'il pouvait aller contrer Kadhafi à la bande d'Aouzou et aller collaborer avec le Tchad qui était très proche de Marcel Mobutu pour des raisons géopolitiques. Aujourd'hui, notre capacité de rayonnement, nous l'avons perdue. Déjà, notre capacité à l'interne d'exister comme puissance, nous l'avons suffisamment amoindrée. Après, notre capacité de rayonnement, nous l'avons perdue. Donc, si nous voulons changer les choses, il nous faut reconstruire à l'intérieur. Sérieusement reconstruire à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le Congolais ne met pas trop en avant de plus en plus. Nous parlons davantage des autres. Les ambitions expansionnistes du Rwanda, parce que Kadman en a parlé. Les ambitions entre États, on ne peut pas empêcher les ambitions. C'est comme si tu as une belle femme, que tu te promènes avec elle. Tu ne peux pas empêcher les autres d'apprécier ta femme. Par contre, tu peux leur interdire, par ce que tu fais, d'approcher ta femme. Bon, si toi tu laisses la porte ouverte et que tu as une belle femme, mais je ne serais pas surpris que d'autres la prennent. Les ambitions, les États auront toujours des ambitions. Mais encore faut-il qu'ils se disent qu'il y a un risque et un prix à payer pour ces ambitions-là. C'est ça qui va les dissuader. L'OTAN voulait aller vers l'Est. L'Ukraine a dit, la Russie a dit, nous avions dit pas plus vers l'Est. Vous vous souvenez, je m'énerve. On est là où on est aujourd'hui. Nous donnons l'exemple de l'Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est l'exemple patent que le monde tourne autour des intérêts. Que le monde tourne. C'est pas que le monde tourne autour des... Si on le Congolais regardait avec un œil, je dirais, plus pointueux, la question ukrainienne. Mais ce n'est pas une histoire simplement d'agresser et d'agresseur. C'est l'histoire géopolitique du monde. Comment on casse, je parle avec les politologues qui en face de moi, comment on casse le pont Eurasie, comment on fait pour qu'il n'y ait pas un continuum Europe-Asie en termes géopolitiques, comment on coupe l'Europe de la dépendance du gaz russe, parce que ça bloque la politique d'affaires étrangères, et on le rend dépendant des gaz liquéfiés américains. C'est de la géopolitique. Ça n'a rien à voir avec de l'intérêt des Ukrainiens. Je suis désolé. Arrêtons de donner l'exemple ukrainien comme c'est un exemple
d'un pays d'où on voit que la partie victime-agresseur, alors que nous ne voyons pas derrière les enjeux géopolitiques qui se jouent. Mais prenons la même lecture, ramenons au Congo. Je l'ai dit dans un plateau avant de venir ici, la semaine passée. La Pologne signe un accord militaire avec le Rwanda en 2022. Nous sommes informés comme Congo. Les dirigeants polonais se rendent au Rwanda en début février. Nous sommes informés comme Congo. Qu'est-ce que comme acte diplomatique nous avons posé, soit pour rencontrer les intérêts polonais, soit pour contrer leurs intérêts? Le Rwanda a reçu dernièrement des officiers militaires algériens. Nous sommes informés de l'intérêt de l'Algérie et du Maroc pour les questions régionales. Qu'est-ce que nous, comme pays, nous avons... La politique, c'est comme le jeu d'échecs. Quand l'autre bouge les pions, vous bougez également les pions. Nous également, nous avons nos stratégies. Justement, mais nous avons également la bataille, c'est une bataille de stratégie. Oui, oui. Battons-nous stratégiquement et arrêtons de pleurer. Nous pouvons perdre une partie. C'est une partie des perdus. Il y aura une deuxième partie. Mais appelons les stratèges de la République, où qu'ils soient, mettons de l'intelligence au service du pays. Là, le candidat parle de rassembler, mais ce n'est pas uniquement les politiques. Ce n'est pas uniquement les politiques. Énormément d'intelligence qu'il y a à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le Rwanda utilise les réseaux de tous ces enfants qui sont dans la diaspora, qui sont des institutions internationales. Combien de Congolais sont des institutions internationales qui existent, qui ont les potentiels, qui peuvent influencer, que la République n'associe pas? On a vu la manifestation des Congolais de la diaspora. Ça démontre aussi qu'ils sont debout pour cette cause. Oui, c'est bien pour l'image, mais ça ne règle pas le problème. Ça fait combien d'années qu'on marche? Merci Christian. Nous sommes dans des questions stratégiques. Je vous ai dit qu'il y a des conflits comme la Palestine et Israël, ça fait, depuis 1967, ça existe. Les conflits arméniens, ça fait pratiquement 100 ans que ça existe. Il faut que nous, Congolais, nous comprenions qu'il faut que la guerre sera longue, qu'il faut faire une guerre hybride, une guerre longue. Ça demande un travail de lobbying important. Et ça passe par une mobilisation des Congolais. Moi, j'aurais bien voulu que les cardinals puissent adopter la théologie de libération pour pousser les Congolais à se lever, à se battre pour leur pays. Que nos dirigeants l'expriment en termes de budget. Que nous n'ayons pas un budget où 60% c'est le fonctionnement du Parlement, salaire des députés et tout le reste. Que nous ayons un budget qui exprime notre volonté de se militariser, alors de se militariser sérieusement. Parce que tant que nous ne montons pas en puissance, les voisins n'ont pas peur. Merci, si aujourd'hui le Rwanda commence à évoquer le prétexte de l'escalade pour s'armer aujourd'hui, mais parce qu'à un moment donné, le discours belliciste du président, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a commencé à inquiéter. Et notre capacité d'équipement militaire a commencé à inquiéter. Donc il faut que nous montions en escalade, et nous devons l'exprimer dans les chiffres. Voilà. Merci Christian Moleka, Pascal Oronzé. Les débats c'était autour de l'unité des politiques autour du chef de l'État. On a fait même allusion à ce qui s'est passé en Namibie. Est-ce que ça sera vraiment possible? Et puis, est-ce que la paix à l'Est dépend seulement des politiques? Bon, la paix ne dépend pas seulement des politiques. La paix dépend de nous tous. Et lorsqu'on évoque cette question du Rwanda, ce n'est pas que nous pleurons, ce n'est pas que le pays pleure. Il s'agit de dénonciation. Et il faut encourager cette dénonciation parce qu'elles parviennent finalement à mettre à nu, n'est-ce pas, tous les prétextes rwandais. Pour cela, il faut encourager. J'insiste encore, je dis, il y a une organisation militaire. La preuve, c'est que vous avez suivi la chute de Moleka. Il dit, l'organisation militaire de notre pays aujourd'hui met à mal aussi le Rwanda. Ça veut dire que nous nous organisons. Mais n'oublions pas d'où nous venons. Lorsqu'on crie à haute voix pour que la fameuse communauté internationale en question écoute, c'est parce qu'elle a été quelque part responsable de ce qui nous est arrivé. À l'entrée de la FDL, d'abord avant l'entrée de la FDL, à l'entrée des génocidaires rwandais sur notre sol, ça a été l'intervention de ces gens. À l'entrée de la FDL, ici avec les Rwandais, c'était l'intervention de ces gens. L'OTAN que le RCD a passé à l'Est avec la bénédiction des mêmes personnes. Et la prise des armes par le CNDP a été par la bénédiction des mêmes personnes. Les différents accords que nous avons signés, vous allez vous rendre les 3 déclarations
signé à Nairobi le 12 décembre 2013, c'est devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à l'époque. Non, qu'est-ce que je dis? C'est lui, je crois, c'est Ban Ki-moon. Voilà, donc c'est la fameuse communauté internationale qui nous a mis dans cet état. Le monde aujourd'hui fonctionne avec le système divisionnalisme. On n'est pas en vase clos, c'est toujours en interdépendance, en relation mutuelle. Voilà pourquoi, tout en étant Congo, nous devons avoir des relations au niveau sous-régional, au niveau régional, au niveau du monde. Vivre en vase clos, c'est nous détruire encore davantage. Mais pas compter sur eux pour restaurer la paix. On doit compter sur les autres, tout en nous organisant plus pour nous-mêmes à trouver solution à nos problèmes. Compter sur le Justement, parce qu'ici, ce n'est pas un problème seulement à l'interne, ce n'est pas un problème interne, c'est un problème qui va en dehors de vos frontières. Mais même le pape a dit que le problème des Congolais ne trouvera la solution que les Congolais eux-mêmes. C'est ce que je dis. Même le président c'est français nous qui dit. devons d'abord, mais cela ne peut pas nous dire que parce que c'est un problème que nous devons trouver solution, et nous ne pouvons pas avoir besoin des autres. Alors, que servirait la diplomatie à ce moment-là? On doit toujours avoir besoin des autres pour nous organiser normalement et résoudre la question. Parce que cette question passe sur la voie diplomatique, sur la voie militaire, même sur la voie spirituelle. Voyez-vous? Et donc, c'est de cette manière que je vois comment nous pourrons parvenir à trouver cette solution. Je me souviens quand s'évoque ici l'approche de deux démocraties, la démocratie consensuelle, la démocratie, moi je considère démocratie directe. Libérale plutôt. Oui, libérale ou directe, parce que on va aux élections indirectes. Mais le consensuel, effectivement, c'est ce qui, sur quoi nous étions assis depuis tous ces temps. Hélas, avec l'avènement de la démocratie importée, a tout détruit. Là, je lis le professeur Stanley Lokengo, qui a écrit sur le consensuel démocratique. Nous avions notre manière de voir les choses, de résoudre les questions. Dans nos différentes communautés ici, on avait notre façon de résoudre le problème. Mais nous avons tout abandonné pour importer. Mais à partir du moment où nous avons importé, nous avons un pacte, nous avons un document qui réglemente cela qu'on appelle la Constitution. Quand vous lisez notre Constitution, toutes les structures, que ce soit la société civile, ainsi de suite, chaque structure a sa part et son apport dans la société, dans le fonctionnement de notre société. La question que nous devons nous poser maintenant, est-ce que chacun fonctionne normalement? C'est là le problème. Cass va plus loin pour dire, il faut que souvent on fasse le choix sur le meilleur d'entre nous. Mais c'est mon discours de chaque jour ici, vous vous en souvenez. Même lorsque je parle des élections, hélas, toujours biaisé, parce que quand on va compétir, la population ne fait pas faire le choix sur le meilleur d'entre nous. Le jour où Christelle, Gisèle plutôt, nous commencerons à faire le choix sur le meilleur d'entre nous, beaucoup de choses vont changer. Au Parlement, vous verrez que nous aurons de bonnes lois. Du Parlement, vous verrez que nous aurons un bon gouvernement, parce que nous aurons les meilleurs qui vont pondre les meilleurs. Mais tant que nous allons continuer à avoir les médiocres, la conséquence est réelle en même temps. Des médiocres, la production ne sera que médiocre. Merci, Pasteur. Et voilà pourquoi, à ce stade du temps, lorsqu'un prélat fait appel à l'unité pour que tous, physiquement, spirituellement, je ne sais pas par quel moyen, nous puissions en tout cas orienter nos efforts pour résoudre cette question, la première réaction de chaque Congolais pour éviter des polémiques bêtes, c'est d'applaudir, nous ressaisir et nous armer autrement et prendre une décision sur qu'est-ce que nous devons faire de manière plus pragmatique pour trouver solution à la question. Au chef de l'État, démontrer la voie, aux institutions, démontrer également leur voie pour que les Congolais également s'agglutinent autour qu'on avance. J'ai aimé quelque part, il y a eu un non-dit dans le propos du cardinal, lorsqu'il a parlé de la mobilisation des Congolais. Il encourageait, mais il ne pouvait pas le dire. Quelque part, il a dit simplement, tout en me réservant sur les déviances, parce qu'on ne peut pas. Mais il encourage. Recevez.
le discours et vous allez vous rendre compte. Donc, il était en train de pousser les Congolais à la mobilisation. Alors, maintenant, posons-nous la question, pourquoi la mobilisation? C'est parce que ça doit également persuader l'international, les décideurs, ceux-là, pour qu'ils comprennent que ce que nous faisons, c'est pas bon, il faut qu'on change, voilà. Donc, mais on a aussi assez fait des manifestations, dernières fois en Belgique, en province, n'en parlons même pas. Il faut continuer. Apparemment, ça ne bouge pas les lignes. Hein? Aujourd'hui, c'est le 24. Comme il faut, voilà. Ça totalise 2 ans. Mais aujourd'hui, il y a eu des manifestations pratiquement dans toutes les grandes villes du monde. Ok. Voyez-vous? Et pour nous, nous ne pouvons pas dire, bon, parce qu'on a manifesté une fois, et bon, on arrête et pourtant on n'a pas encore résolu le problème. Et puis la fin de l'assistance des États-Unis au Rwanda, ça aura aussi de l'impact sur cette situation? Les États-Unis n'arrêtera pas d'assister au Rwanda tant que ses intérêts sont au Rwanda. S'il va continuer à trouver les intérêts au Rwanda, les États-Unis vont assister au Rwanda. Merci Pascal. Alors, ce que nous devons faire, comme Monica a dit, nous devons aussi faire voir aux États-Unis, aux grandes puissances, nous sommes meilleurs. Venez collaborer avec nous qu'avec le Rwanda. S'ils trouvent d'intérêt, s'ils trouvent d'intérêt dans notre manière de collaborer avec eux, ils viendront. Okay. Mais ce n'est pas à nous de dire que les États-Unis vont arrêter la collaboration avec le Rwanda, je ne crois pas. Non, c'est la représentante, c'est la représentante qui avait dit ça à Goma. Alors, Foucault, je reviens à vous parce que vous parlez de l'unité, qu'on doit passer à une autre étape. Mais vous avez quand même suivi les médias, on parle ce matin, ce qui s'est passé en Namibie entre l'ancien président et l'actuel, ils ont eu une passation de pouvoir pacifique, mais ils étaient côte à côte, mais ils ne sont même pas salués. Vous savez, moi je lègue le fait et les principes. Les cas isolés liés aux individus m'intéressent peu. Pourquoi? Parce que la République, c'est la République. Et la République a besoin de survivre que si nécessairement nous appliquons la norme, les règles, les principes et la doctrine. Parce que, madame, dans toutes les disciplines du monde, la médecine par exemple, vous pouvez faire un bon diagnostic et vous prescrivez bien les médicaments, dont la thérapie. Mais dès lors que vous ne respectez pas la prise de produits prescrits, vous ne vous guérissez pas. Et dans ces cas, il faut respecter quoi? Donc, il faut tout respecter. Dans la République a été réfléchie par des savants. Et ils ont donné des recettes. Vous, les problèmes, il faut seulement les appliquer. Quand vous n'appliquez pas, vous vous retrouvez dans les travers. Il faut appliquer. Par exemple, je vous pose la question. Quand vous parlez de la question du Rwanda pour la question de l'Est liée à la balkanisation, est-ce que Lumumba, qui nous a révélé les secrets de la balkanisation, a-t-il cité le nom du Rwanda? Dans la tête de Lumumba tel qu'il était mort là, quand il parlait de la balkanisation, il faisait allusion au Rwanda? Non. Et d'ailleurs, il est allé plus clair et transparent pour dire que la Belgique veut balkaniser. En d'autres termes, la communauté internationale, l'Occident. Il n'a pas cité le Rwanda. Le Rwanda, c'est un recrue plutôt. Le Rwanda, dans le parcours, il se retrouve un recrue dans un projet. La balkanisation, la guerre à l'Est, c'est un projet. Ce n'est pas un projet du Rwanda. À un moment donné, les tenants de la balkanisation, ils avaient commencé à recruter à l'interne. Ils recrutaient les Congolais eux-mêmes pour arriver à ces forfaits. Le premier des recrues, c'est Mobutu. Il était Congolais, il n'était pas Rwandais, il n'était pas étranger. Il était d'ici. On l'a recruté parce que je vous ai dit que les projets de la balkanisation arrivent par le fait d'un conflit de deux idéologies fortes.
de l'autre côté, le néocolonialisme qui voulait s'étendre en Afrique, et notamment au Congo, et de l'autre côté, la classe politique de Lumumba imprime ce qu'on appelle le souverainisme. Il parle nous sommes des nationalistes qui entrent en opposition avec un projet de néocolonialisme. Et après, de cela, de ces conflits, est né ces projets. Donc ici, je pense que nous avons une classe politique, nous avons des intellectuels qui parfois, nous retrouvons à un moment donné, nous réfléchissons comme si nous étions tous dans la rue. Non. Ici, s'il faut faire la guerre, il faut faire la guerre avec les recrues. Et s'il faut négocier, il faut négocier avec les tenants du projet. Mais quand aujourd'hui, nous oublions même qui est les concepteurs de ces projets. Mais ce sont des tenants du projet qui alimentent ces recrues en armes. Mais alors, quand vous allez chercher à négocier avec un recrue, c'est-à-dire que vous n'avez pas un bon diagnostic. Merci. Alors nous allons, parce que nous avons évoqué ces sujets, hein, c'est la question d'expédier les affaires courantes. On a vu Vital Kamerhe qui est sorti de là et qui n'était même pas au Conseil de ministres. Comment est-ce que vous analysez cela? Juste une parenthèse rapide sur Namibie. Il y a deux choses. Il y a eu c'est vrai, les Congolais ont mis l'attention davantage sur le fait que les deux présidents, l'honoraire et l'actuel, ne se sont pas salués. C'est que d'ailleurs, j'ai vu sur Twitter que même la presse namibienne a condamné cette image qu'on a vendue de l'extérieur. Mais une deuxième chose, c'est qu'il y a eu une rencontre en aparté entre le président congolais, le président burundais, le président sud-africain, qui s'est tenu en Namibie. Par rapport à la SADC. Par rapport à la SADC, et qui a certainement des réponses sécuritaires également à apporter. Donc, au-delà du fait qu'il y avait un deuil, il y a un travail diplomatique qui a été fait, qu'il faut saluer par l'équipe du président, et qui vise à harmoniser un peu, à coordonner les efforts militaires avec les pays alliés actuels, notamment le Rwanda, plutôt l'Afrique du Sud et le Burundi. Maintenant, sur l'image déplorable que nous avons vendue à l'extérieur, il y a des questions de politique intérieure, mais il y a également des questions de politique internationale. D'être à l'international, vous ne mettez pas à nu vos problèmes de politiques intérieures. Voilà. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons montré à l'international les divisions que nous avons à l'intérieur. Je pense pas que ils en profitent. C'est pas que ça honore la République ou ça nous fait grandir. Ça nous réduit quand on voit les divisions intérieures, nous les talons à l'international. On aurait pu éviter ça, on masquait et revenir à l'intérieur pour montrer nos différends. Maintenant, la question de... La question on l'a dit la fois dernière, du gouvernement, expédier les affaires courantes. Il y a un qui a refusé, lui, il a respecté la Constitution. Bon, je crois que est-ce qu'il faut prendre ça comme un tacle? Je ne sais pas, mais depuis un certain temps, M. Vital Kamerhe, après sa sortie du PCR, et tout le tollé qu'il y a eu, ne parle plus trop, mais il pose des actes qui peuvent être perçus comme une forme de frustration. Parce que dès l'instant où le cabinet du président a tenté de justifier ce qui est l'injustifiable, il aurait soit dû s'aligner sur la position gouvernementale, comme tous les autres l'ont fait. Il prend l'option de s'en éloigner, comme pour dire je ne partage pas l'avis du communiqué. Donc c'est à la fois une distanciation claire avec la position prise par le gouvernement, mais c'est également le fait que l'homme depuis 7 ans adopte une ligne qui, de plus en plus, le rend illisible pour la famille présidentielle, la famille politique dans laquelle il appartient. Depuis la frustration du PCR jusqu'à maintenant, il adopte de plus en plus une ligne illisible. Et à un moment donné, il devra clarifier sa position vis-à-vis de sa majorité. Voilà. Alors, Pascal Orunji, c'est pas parce qu'il vise la présidence de l'Assemblée nationale, comme disent certains observateurs. La présidence de l'Assemblée nationale, c'est l'élection. Celui qui aura beaucoup de voix sera élu. Il se prépare je ne sais pas comment cela peut être justifié par rapport à la position qu'il a prise pour ne pas expédier les affaires courantes telles que voulues par le communiqué de la présidence. Mais simplement, j'avais dit la fois passée ici, je vais reprendre mes propos. On a mal écrit le français. On a mal écrit le français dans le texte qui voulait que les ministres démissionnent une fois élus. Je pense que la démission aurait été lorsque le président prêtait serment
de cette période jusqu'à l'investiture, si, investiture plutôt des députés, on parlerait maintenant de la démission. Après l'investiture, on parlerait obligatoirement de quitter le gouvernement. Là, ce serait clair. Mais il y a toujours d'ambiguïté dans nos expressions, et voilà. Mais on m'a appris en même temps que Vital Kamerhe a été voir le président de la République, je crois 2 fois, avant la prise de sa position. Sûrement qu'ils se sont entendus, et voilà, il n'a pas participé au conseil de ministres. S'ils se sont entendus, le problème ne se pose pas. Mais c'est vrai que nous voulons toujours gratter partout, mais ce n'est pas la pertinence, n'est-ce pas? Ce n'est pas la question importante pour une analyse. Non, ça doit être citoyenne. importante parce que beaucoup avaient fustigé cette décision. Nous avons condamné tous. Que ça violait la nous avons tous condamné ouais. la décision. On ne peut pas revenir sur le débat de la fois passée. Nous avions tous condamné. Si lui, comme individu, il s'estime indépendant et en rapport avec ce qu'il estime que c'est ça l'esprit de la loi et qu'il adopte cette position, libre à lui. Et je l'encourage d'ailleurs. Parce qu'il faut à chaque fois fournir l'effort de s'adapter aux lois de la République. C'est fondamental. Il ne veut pas cautionner la faute, hein. Il veut être à la hauteur. Si c'est dans cette logique que nous devons plutôt l'encourager. Non, madame. La Constitution a déjà été violée. Ça, vous devez savoir, moi je vous dis des choses que vous devez pratiquer. Tu sais, le champ politique est magique. L'exercice, le temps qu'a mis les savants pour réfléchir, quand vous ne respectez pas ces principes-là, vous êtes dans une malédiction et ça vous suit, ça vous attrape. À quel moment ils ont péché? Ils ont péché quand ils ont senti le besoin d'aller postuler. C'est à ce moment-là qu'ils devaient démissionner. Vous êtes à l'exécutif. Mais la loi de 2011 a revu les choses. C'est là que nous comprenons mal aussi, parce qu'ils se sont protégés en 2011. C'était ça l'esprit de la loi de 2006, la Constitution. Mais en 2011, lorsqu'on revise la Constitution, nous avons tous dénoncé ici, on va insinuer tel que le ministre en fonction va compétir tout en étant ministre. En fait, c'est ça. Le principe doit rester principe. Quand vous vous taillez des lois sur mesure, et ça vous rattrape toujours, c'est ce que je viens de dire ici. Voilà ce que ça pouvait régler comme problème. On n'y serait pas là. Une fois, tous ceux qui sont dans l'exécutif démissionnent avant les élections. Est-ce que vous pouvez vous retrouver dans ce tableau? Impossible. Alors cette position des Kamerhe, c'est-à-dire qu'il doit... Non, la position des Kamerhe, la position des Kamerhe, elle est correcte. Parce que c'est lui qui démissionne. Il motive d'abord sa démission. Et la demande du chef pour l'expédition des affaires courantes n'est pas une obligation constitutionnelle imposable. Parce que déjà le chef de l'État, lui ne statue pas par communiqué. Là, c'est son DIRCAB qui écrit. Et vous ne verrez nulle part cela devenir une loi d'office. Dites-moi un peu, un élu qui est déjà confirmé au niveau de l'Assemblée nationale, vous suspendez son mandat comment? Par un communiqué. Or, la Constitution vous dit comment faut-il suspendre un mandat électif. Pour le cas échéant, il n'y a qu'un seul mécanisme. C'est la nomination. Qui peut suspendre un mandat des députés? Mais les affaires courantes ne peuvent en aucun cas, et par un communiqué. Non, mais le chef l'avait aussi, il avait été expliqué aussi lors du briefing. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas violé la Constitution? J'ai dit ceci, madame. Le problème, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et la science, la gestion de la République n'est pas la création de notre président. Notre président a trouvé la République déjà réfléchie. Moi, je vous pose la question. C'est-à-dire, il faut suspendre les mandats d'un député. Pour suspendre les mandats des députés,
vous pouvez lire les alinéas, vous pouvez lire les articles. On vous dit que ce n'est possible que par une nomination. Non, mais il faut dire que le président a trouvé notre constitution corrompue. Pourquoi je le dis? Parce que je viens d'évoquer ici, exactement, parce que je viens d'évoquer ici la révision, la mauvaise révision de la constitution faite en 2011. Vous allez voir. D'abord, cette question de démission. Deuxième question, c'est le tour de l'élection du président. Sans créer de problème. La conséquence, vous verrez, en 2011, on n'aura pas organisé l'élection des députés provinciaux, moins encore des gouverneurs. Et ils sont restés pendant longtemps. Il y a des cas comme ça. Alors, qu'a fait le chef de l'État à ce moment-là? L'appel à ce jour, c'est de revoir cela s'il faut toucher à la Constitution pour qu'on revienne, n'est-ce pas, à la procédure normale telle que avait voulu la population de Madame Gisèle. Mais ce n'est pas juste. S'il vous plaît, monsieur Molekada, tout le temps vous me prenez. Je voulais terminer. Je voulais dire si, madame, pour clôturer, j'ai aimé une démonstration ici. Vous savez, le budget pour moi, c'est quoi? C'est un tableau financier qui révèle les intentions, qui révèle quoi? Les priorités d'une nation. Vous pouvez aller dans un pays, vous ne posez la question à personne. Vous demandez seulement les tableaux indicateurs du budget. Dans ces tableaux-là, vous allez savoir que ces pays-ci, leur priorité, c'est tel domaine, tel secteur, par le budget. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Par exemple, M. Pascal vous dit que la loi de programmation, est-ce que dans cette loi, ils ont pris en compte les services d'intelligence? Vous revenez encore sur ça. Oui, non, c'est important. Nous disons qu'il n'y a pas une armée sans service d'intelligence. Donc, certainement, dans la loi de programmation, cela est pris en compte. Madame, juste pour clôturer, parce qu'il y a une question qui a été soulevée pour clôturer cette affaire des démissions. Il y a la question de droit, d'interprétation des droits, mais il y a la question politique. Je crois qu'autant on a fait le débat de droit sur la constitutionnalité ou non de la décision, autant il y a une conséquence politique. Et moi, de mon point de vue, la conséquence politique aurait été que le président devait limoger son cabinet. En tout cas, c'est la conséquence politique la plus claire. Parce que lorsque vous avez un cabinet qui vous induit dans cette terreur politique, même pour l'opinion, le départ de DIRCAP, c'est dire il y a eu une faute. En politique, il y a des fusibles. Le président ne peut pas subir tous les coups sans avoir des fusibles. Et en politique, il faut savoir utiliser des fusibles lorsqu'il y a des coups pour ne pas faire tomber les transformateurs. Voilà. C'est-à-dire que politiquement, on règle les DIRCAP pour charger. Et puis, en droit, on continue les débats. Malheureusement, le président est seul au front, allait justifier ses parties derrière. Lui-même. Comme si le communiqué était signé par lui, alors qu'il a un DIRCAP qu'il a signé. Pas signataire et qui politiquement ne répond en rien, et c'est le président qui va répondre devant le parti. Non, ce n'est pas correct. On a exposé le président. On lui pose une question dans un domaine qui n'est pas le leur. Il n'a pas signé les communiqués. Merci à vous, M. Focas. Voilà. Merci Pascal Onger, merci Christian Moleka. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du kiosque. Merci à l'équipe technique et au coach Doudou Montiri. Madame, Monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir. Un directeur.